We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? Space is the inescapable challenge to all the advanced nations of the Earth. And it established the United States as the preeminent spacefaring nation. First for the coming decade, for the 1990s, space station freedom. And next, for the new century, back to the moon, back to the future, and this time, back to stay. And then a journey into tomorrow, a journey to another planet, a manned mission to Mars. Envoyer des hommes sur la planète Mars est un projet ambitieux. Grâce au succès des missions de la NASA vers Mars, chaque jour nous rapproche un peu plus de sa concrétisation. Certaines personnes croient que cette planète a abrité une base spatiale dans l'Antiquité. Si nous trouvons des preuves tangibles de l'existence d'objets sur Mars, cela prouverait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En plus, nous saurions que des êtres ont visité la planète voisine de la nôtre. Toutes nos références changeraient à jamais. L'être humain est sorti du Moyen Âge et a connu la Renaissance. Puis, il a traversé la révolution industrielle pour entrer dans l'ère des technologies de pointe, l'ère de la génétique et des voyages dans l'espace. Great shadow. 4 forward, drift into the right level. 30 seconds forward, drift. We copy you down, Eagle. The Eagle has landed. Des astronautes atterriront comme des aigles. Les recherches de Zecharia Sitchin révèlent qu'au début de la civilisation, il y avait un peuple d'êtres supérieurs qu'on appelait les Anunnaki, qui signifie ceux qui viennent du ciel pour descendre sur la Terre. Si effectivement, dans notre système solaire, il y a eu une race d'êtres intelligents beaucoup plus vieille que la nôtre, il faudrait repenser beaucoup de nos concepts, et en particulier la question de nos origines. D'où venons-nous? Sommes-nous le produit de manipulation génétique? Cette hypothèse, qui veut que la science moderne ne fasse que retrouver le savoir des anciens, pousse plusieurs scientifiques à chercher ce qui a peut-être été perdu au fil des millénaires. Nous revivons l'incident de la tour de Babel, qui a eu lieu il y a presque 5500 ans. Dans la version biblique, les gens de Babylone ont bâti une tour dont le sommet devait rejoindre le ciel. Sous l'œil bienveillant de leur Dieu suprême, ils devaient y déposer un shem, c'est-à-dire une fusée spatiale. Les autres dieux ne voyaient pas d'un bon œil cette incursion de l'homme dans l'ère spatiale. Dans le récit biblique, Yahvé descend sur la terre pour voir la tour que les humains sont en train de construire. Dans la Genèse, au chapitre 11, Yahvé dit aux autres dieux: « C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils projetteront. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Grâce à l'archéologie, nous savons maintenant que la première civilisation est née il y a 6000 ans. Avant celle des Grecs, celle des Mayas et celle des Incas. Cette civilisation est née entre l'Euphrate et le Tigre, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. On appelait cette terre Sumer et ses habitants les Sumériens. Dans la Genèse, on l'appelle Shinéar. Depuis des siècles, les spécialistes de la Bible ignorent les références bibliques qui concernent ces royaumes anciens, où ils les traitent comme des légendes. Grâce à l'étude des vestiges du passé et des langues anciennes, plusieurs spécialistes de la Bible croient maintenant que ces références dans l'Ancien Testament sont en fait des récits historiques authentiques de civilisations qui ont connu des heures glorieuses. Si on lit la Genèse,
on apprend que Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre et a pris sa hanche pour créer Ève. Ce récit serait un très court résumé de l'histoire que l'on retrouve dans les documents provenant de Babylone et de Sumer. Ces textes anciens révèlent une histoire très complexe à propos d'êtres qui n'étaient pas des humains et qui ressemblaient à des dieux. Ces êtres nous auraient créés dans un but précis. Les recherches de Zecharia Sitchin l'ont conduit dans ce temple vieux de 6000 ans, situé dans l'ancienne ville d'Erech. Avant qu'on ne la découvre, il y a 150 ans, on ne connaissait cette ville que d'après quelques passages de la Bible. Ce temple est dédié à la déesse Inanna, qui sera connue plus tard sous le nom de Ishtar. On peut voir son visage un peu abîmé. 2 cornes marquent sa divinité. Elle porte une jarre qui contient l'eau de la vie. Comme décoration, ou pour marquer une valeur symbolique, elle est entourée de ce que certains appellent les serpents entrelacés. Il y a 6000 ans, ce symbole représentait les sciences. Certains chercheurs croient que c'est le symbole qui a précédé la croix égyptienne, qui est le symbole de la vie et de la création. Les recherches de Zecharia Sitchin soutiennent la théorie selon laquelle les serpents entrelacés seraient le symbole de la manipulation génétique et de l'ADN. Ishtar, qui a été sculptée dans la pierre il y a 6000 ans, est parfois représentée en train de s'envoler pour monter aux cieux. Dans la Mésopotamie ancienne, les secrets de l'astronomie et du ciel sont bien gardés. Ils sont étudiés à l'intérieur de lieux retirés par un groupe restreint de prêtres astronomes. Les sceaux cylindriques, comme celui-ci, sont les seuls vestiges de ces fameux secrets. Cette tablette d'argile porte l'empreinte d'un sceau cylindrique vieux de 4500 ans. Elle représente le dieu Enlil, qui donne une charrue aux humains pour les faire entrer dans l'ère de l'agriculture moderne. En regardant de plus près, on aperçoit un détail remarquable, une description détaillée du système solaire, identique à celle qu'on connaît aujourd'hui. Le Soleil figure au centre, et chaque planète est à sa place, et dans les bonnes proportions par rapport aux autres corps célestes. À la périphérie, il y a une 10e planète qui n'a pas été localisée par les scientifiques de notre époque. Partout sur la Terre, les astronomes sont à la recherche de ce corps céleste, car de plus en plus d'indices tentent à prouver son existence. Historiquement, on attribue la découverte de la planète Pluton à l'astronome Clyde Tombaugh le 18 février 1930. Pourtant, elle est déjà présente sur le sceau cylindrique sumérien à côté de la 10e planète. Planète X est le nom que les scientifiques ont donné à ce corps céleste inconnu qui serait le plus éloigné du Soleil. Si on se fie à la science moderne, les humains ne pouvaient pas connaître l'existence des planètes qui sont plus loin que Jupiter avant l'invention du télescope au XVIIe siècle, car elles sont invisibles à l'œil nu. Depuis l'époque de Galilée, les astronomes ont appris une foule de choses sur les planètes les plus éloignées de notre système solaire. Les nombreuses théories qui ont découlé de ces informations n'ont jamais été contestées. À l'ère de la technologie de pointe, nous avons développé de nouveaux outils pour regarder le ciel. Le télescope spatial Hubble de la NASA et les sondes inhabitées qui partent en mission de reconnaissance jusqu'aux confins de notre système solaire ont apporté de nouvelles données. Ces percées dans l'exploration spatiale ont révélé plusieurs inexactitudes dans les théories élaborées par les astronomes. Le 19 août 1977, la sonde spatiale américaine Voyager 2 s'envole de Cap Canaveral pour un long voyage vers les planètes les plus éloignées de notre système solaire. Les découvertes de Voyager 2 mettent en doute les théories récentes de l'astronomie, mais confirment les connaissances des anciennes civilisations.
Pour la première fois, nous voyons des images d'Uranus. Étonnamment, elle est telle que décrite par les Sumériens il y a 6000 ans. À leur époque, le télescope n'existe pas. Pourtant, les Sumériens disent d'Uranus qu'elle est Mash-Sig, c'est-à-dire lumineuse et verdâtre. Ils expliquent aussi la particularité de son inclinaison. Selon eux, une planète est entrée dans notre système solaire et a provoqué une collision qui a perturbé l'ordre naturel. Les scientifiques de la NASA sont d'avis également qu'une collision avec un astre de la taille de la Terre à une vitesse de 65 000 km/h pourrait avoir causé l'inclinaison de l'orbite d'Uranus et la dévastation à sa surface. Sa voisine, Neptune, est décrite comme une planète bleu-vert par les Sumériens. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont pu confirmer cette information. Les Sumériens ont nommé et décrit toutes les planètes de notre système solaire. Cette description est une preuve tangible que l'homme moderne redécouvre des savoirs anciens, du moins dans ce domaine. Les anciens connaissaient Uranus et Neptune, alors qu'on les a soi-disant découvertes en 1781 et 1846. Même Pluton est décrite, alors qu'on ne l'a pas découverte avant 1930. Neptune, Nudimude, l'ingénieux créateur. Uranus, Anu, celui venu des cieux. Saturne, Anshar, les horizons du ciel. Jupiter, Kishar, les horizons de la Terre. La ceinture d'astéroïdes, Rakish, le bracelet martelé. Mars, Lamu, le dieu de la guerre. Puis Ki, la Terre. La 7e planète selon les Sumériens. La Terre est la 7e planète, alors que la science moderne la décrit toujours comme la 3e. Les Sumériens ne comptaient pas les planètes à partir du Soleil, mais plutôt à partir d'une planète située à l'extrémité de notre système solaire. Ce qui est le plus surprenant, c'est l'inclusion d'une grosse planète, le 12e élément de notre système solaire. En 1972, le lancement de la sonde Pioneer 10 inaugure l'ère de l'exploration de l'espace lointain. La sonde dépasse les planètes les plus éloignées et transmet des données utiles pour la recherche de la 10e planète. Nous sommes le 14 août 1978 et nous savons depuis 6 semaines que Pluton a un satellite. Quand on connaît le satellite d'une planète, on peut déduire son poids. Nous nous sommes rendus compte que Pluton était beaucoup plus petite et plus légère que nous le pensions. Donc, Pluton n'a aucune influence notable sur les mouvements d'Uranus. C'est à partir de ce moment que nous avons émis l'hypothèse qu'au moins une autre planète existait aux confins de notre système solaire. Depuis 20 ans, des physiciens se sont joints aux astronomes pour tenter de découvrir la mystérieuse planète X. En 1978, quand nous avons fait l'hypothèse d'une 10e ou 12e planète, nous nous sommes mis à l'ouvrage pour tenter de la trouver. Nous avons réussi à circonscrire la région des recherches. Nos prédictions sont basées sur les anomalies que nous pouvons observer sur Uranus et Neptune. Présentement, nous faisons des recherches dans la région du Centaure, qui est juste au sud de la constellation de la Balance. Si effectivement elle est sur l'orbite que nous avons déterminée, cette planète devrait avoir une masse de 3 à 5 fois supérieure à celle de la Terre. Par sa grosseur, elle serait située entre les planètes gazeuses comme Uranus et Neptune et les planètes terrestres que l'on retrouve près du Soleil. Si cette planète est sur une orbite de 3600 ans, alors sa masse sera proportionnellement plus élevée. Voici une carte du système solaire tel qu'on le connaît. Voici les planètes du centre. Là, c'est l'orbite de Pluton et là, c'est l'orbite que j'ai proposée pour la 10e planète. Voilà où nous pensons qu'elle soit actuellement. Si la planète X existe, alors nous ne sommes pas seuls dans l'univers.
La Terre est la 7e planète. Le 7 est un chiffre sacré. Il y a 7 jours dans la semaine, 7 jours dans la Genèse, et il y a 7 tablettes de la création. On peut penser que ce ne sont que des coïncidences, mais Zecharia Sitchin croit que ces répétitions numériques ne sont pas là par hasard. Peu importe l'angle que l'on prend, les informations sur cette 10e planète sont stupéfiantes. Selon les 7 tablettes de la création que les Sumériens ont écrites, l'histoire de cette 10e planète aurait commencé il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était beaucoup plus jeune et que la Terre n'existait pas. Les vestiges des écrits des Sumériens racontent l'histoire de la planète Nibiru, qui est venue de l'espace lointain et a été attirée vers le centre de notre système solaire par l'attraction planétaire de Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Nibiru s'est alors placé sur une orbite en sens contraire de l'orbite de la 7e planète, celle que les Sumériens appellent Tiamat. Nibiru et Tiamat, la 7e planète, risquent d'entrer en collision. La cosmogonie sumérienne résout plusieurs énigmes qui résistent encore à la science moderne. Plusieurs explications découlent de cette collision céleste et du fait que le système solaire est composé de 12 éléments. Alors que les deux planètes passent tout près l'une de l'autre, un des satellites de Nibiru s'écrase sur Tiamat et la fend. Des collisions subséquentes détruisent complètement l'une des moitiés de Tiamat, dont les débris vont former la ceinture d'astéroïdes. Les textes sumériens et la Bible donnent le nom de firmament à ces débris. L'autre moitié de Tiamat devient la Terre. Celle-ci est repoussée sur une nouvelle orbite et entraîne avec elle le principal satellite de Tiamat qui va devenir notre Lune. Nibiru est rejeté sur une orbite solaire permanente dans le sens des aiguilles d'une montre. La 12e planète de notre système solaire revient près de la Terre tous les 3600 ans. On retrouve des échos de ce récit de la création dans toutes les anciennes cultures, et il constitue une partie du savoir scientifique que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de la création présentée dans la Genèse. Après la collision, le créateur biblique proclame ceci. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Si la Terre est le résultat d'une collision planétaire, les scientifiques croient que l'endroit le plus probable pour trouver la trace de cette collision est à 11 km sous la surface de l'océan Pacifique. Lorsqu'en haut les cieux n'étaient pas nommés et qu'en bas la terre n'avait pas de nom, Apsu le primordial, le géniteur, et Mommo et Tiamat, la génitrice, mêlaient ensemble leurs eaux. Les Mésopotamiens parlent de deux planètes qui se sont mélangées. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si nous utilisons les informations du texte mésopotamien pour lire celui de la Bible, le vrai sens de la Genèse s'éclaire, particulièrement lorsqu'on parle de l'eau. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont au-dessous sont des expressions assez vagues dans la Bible. Les Sumériens décrivent Uranus et Neptune comme des planètes d'eau. Cette description est-elle valable selon les connaissances actuelles? De 1970 à 1981, les sondes Pioneer et Voyager visitent Jupiter et Saturne ainsi que leurs nombreuses lunes. Lors de ces missions, on trouve de l'eau presque partout sous forme de glace à la surface et liquide dans le sol. Les Sumériens ont dit qu'il y avait de l'eau sur Io et Europe, des lunes de Jupiter. C'est un fait confirmé.
Ils ont écrit qu'il y avait de l'eau sur Encelade et Tétis, deux des lunes qui tournent dans les magnifiques anneaux de Saturne. Les découvertes de la NASA confirment les déclarations des Sumériens et viennent donner un éclairage nouveau à l'expression biblique « eaux qui sont au-dessus ». La comète de Halley, qui voyage dans l'espace, confirme elle aussi l'expression « eaux qui sont au-dessus ». Cette comète, de près de 4 milliards d'années, a un noyau de la grosseur de l'île de Manhattan. Ce voyageur mystique rejette de l'eau à un rythme de 30 à 70 tonnes à la seconde et peut continuer ainsi encore pendant des milliers d'années. Il y a 6000 ans, on savait peut-être déjà tout cela. Le corps céleste insolite dont on fait mention dans les textes babyloniens et qui aurait traversé le ciel en 164 avant Jésus-Christ serait la comète de Halley. Ils appelaient cette étoile le sceptre d'Israël. Dans la Bible, le livre des Nombres révèle ceci. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. La comète de Halley et les autres objets célestes sont vraiment les messagers de la Genèse. Lorsque Schiaparelli, un astronome italien du 19e siècle, annonce qu'il a vu des canaux sur Mars, on le ridiculise. En 1916, le scénario se reproduit pour Lowell, un astronome américain réputé. Lorsque la NASA envoie des sondes sur Mars dans les années 70 et 90, elle recueille de nombreux indices qui prouvent qu'il y a déjà eu de l'eau sur la planète. Les images de Vénus et de Mars montrent des mers, des lacs et des lits de rivières asséchés, prouvant une fois de plus l'expression « eaux qui sont au-dessus ». Même Mercure, qui est si près du Soleil, a de la glace sur ses pôles. La NASA en est venue à cette conclusion. Nous devons conclure que nous voyons les effets de l'eau sur Mars. Il y a eu assez d'eau sur Mars pour former une couche de plusieurs mètres sur toute la surface de la planète. Une planète qu'on croyait sèche et nue devient subitement une planète où l'eau a déjà été présente en abondance. Mars rejoint Vénus, Mercure, la Terre et la Lune dans la confirmation du concept sumérien d'eau qui sont au-dessus. La découverte d'eau sur notre Lune et sur des planètes lointaines rend beaucoup plus plausible l'hypothèse de la colonisation. On peut extraire de l'oxygène de l'eau et l'utiliser dans des habitats recouverts d'un dôme sur les planètes qui ont peu d'atmosphère. L'eau est aussi le principal ingrédient du carburant utilisé pour les fusées. Cette découverte augmente la possibilité de voyages illimités à travers les étoiles. We've had reports to the effect that the Viking equipment will never determine positively whether or not there's life on Mars. Can you set us straight on this? Well, my own view is it's much too soon to decide whether we will have a definitive answer. It may be that there is an exotic biology on Mars. It may be that there's an exotic chemistry which looks a little bit like biology. There's a number of experiments to be done. They might decide the issue, they might not. But either way, Viking has been a biological success because the chemical explanation means that there is a kind of chemistry in the Martian surface which simulates some of the steps of chemistry in biology. We would learn something important about the origin of life. En octobre 1988, l'Union soviétique lance 2 sondes pour étudier la planète rouge, Phobos 1 et 2, du nom d'une des lunes de Mars. Phobos 1 se brise en route, mais Phobos 2 rejoint Mars et commence immédiatement à envoyer des images à la Terre. Le 1er mars 1989, on reçoit les photos de cet étrange quadrillage. Le quadrillage en haut à droite a été photographié dans les fréquences optiques et les infrarouges. Les photos sont ensuite superposées pour donner cette image composite. Le 26 mars, Phobos 2 envoie ces photos prises juste au sud de l'équateur. On peut percevoir une forme elliptique inexpliquée. This shadow actually appeared all of a sudden. Why am I calling it a shadow?
because you can see things through it. This elliptical shadow, then, is it in Mars' atmosphere or on the planet's surface? One thing is for sure, this something is not positioned horizontally. Well, to me it looks like a rocket taking off from the surface of Mars and leaving a trail behind. Well, if you'd want to fantasize, it could be interpreted that way too. Now we think we ought to look at the real circumstances that have caused that trail, even though they haven't yet been fully clarified. That's more likely to be the shadow of some object, since surface elements can be seen through it. How long will it take to process all of the information to get more or less objective scientific results, rather than fantastic ones? Come back in a week. Une semaine après, aucun nouveau détail n'est dévoilé. Puis, quelques mois plus tard, on diffuse ce reportage. L'an dernier, les Soviétiques ont lancé vers Mars 2 sondes appelées Phobos, du nom d'une lune de la planète. Un opérateur a commis une erreur qui a rendu Phobos 1 inutilisable. L'autre sonde s'est rendue jusqu'à Mars et a transmis des photos qui ont rendu les scientifiques soviétiques perplexes. Alors qu'elle était au-dessus de l'équateur, Phobos a pris des photos à une altitude de 6000 km. Voici une photographie infrarouge. Les parties les plus sombres sont les plus froides. Cette section couvre 600 km, donc les éléments visibles doivent avoir au moins 2 km de long. C'est la photo de la surface de Mars la plus détaillée que nous ayons. Il y a des lignes très fines sur la surface qui sont dans l'infrarouge, donc il y a de la chaleur. Elles montrent plus que de la chaleur car elles ont entre 3 et 4 km de large. Par contre, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être et les Russes ne veulent pas nous éclairer. Les scientifiques sont aussi intrigués par les photos de cette ombre à la surface de Mars. Ils sont certains que c'est une ombre puisqu'on peut voir des détails de la surface de la planète à travers. On ignore quelle est la source de cette ombre. Puis, il y a encore le mystère de la sonde disparue. Les Russes n'ont pas encore publié la dernière photo transmise par Phobos avant la perte de contact. Les Russes ont déclaré qu'elle montre un objet qui n'aurait pas dû être là et qui se dirigeait vers la sonde. La sonde orbitait autour de Mars dans le même sens que ses lunes. Sur la dernière photo, au milieu de l'orbite, ils ont vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. En plaisantant, le professeur Kapitsa a dit que ce devait être des Martiens. Les scientifiques britanniques pourront juger de visu lorsque les soviétiques apporteront les photos à la conférence d'Exeter le mois prochain. Il y a sûrement une explication logique, n'est-ce pas? Les Russes n'apportent aucune photo à la conférence d'Exeter. L'agence spatiale soviétique doit tout de même expliquer la disparition de la sonde spatiale. It does take a minimum of precision criteria to obtain on the image these spots, which some would like to call flying saucers, that appeared within the visual field of the infrared range. It must be pointed out that the flying saucer version is not ours. Actually, at first we were saying that there was no flying saucer, that surely all that we saw could be explained in understandable, natural and physical terms. Il est possible qu'une petite météorite qui se trouvait sur la même orbite que Phobos l'ait percutée. Lors d'une entrevue exclusive en octobre 1990 à Moscou, le professeur Lev Mukhin de l'Institut russe de recherche spatiale met en doute la théorie du météorite. Certaines personnes ont émis l'hypothèse d'une collision entre la sonde spatiale, qui était sur la même orbite que la Lune de Mars, Phobos, et des particules de poussière qui entourent cette Lune. Des calculs très précis pour vérifier cette hypothèse ont été effectués par plusieurs organismes, y compris le nôtre, et ils ont démontré que cette hypothèse ne tenait pas la route. Si une météorite ou des débris ne sont pas en cause, il faut qu'il y ait une autre explication. Le silence s'installe jusqu'en décembre 1991, alors que Marina Popovich, une ancienne cosmonaute et colonel de l'armée de l'air, tient une conférence de presse au consulat russe de San Francisco. Elle dévoile la dernière photo prise par Phobos. On voit une forme étrange au premier plan. Marina Popovich la décrit en employant les mots « objet volant non identifié ». L'objet est en juxtaposition avec ce qui semble être la petite lune Phobos. Il est difficile d'expliquer cette ombre mystérieuse. Les Russes croient qu'il s'agit de l'ombre d'un objet sur la planète ou juste au-dessus de la surface de Mars.
En avril 1992, après avoir comparé attentivement toutes les photos, les scientifiques concluent que l'ombre en question bouge. Si la théorie d'une base spatiale qui aurait existé sur Mars il y a des milliers d'années est vraie, on pourrait attribuer la disparition des sondes russes à une intervention extraterrestre. L'ancienne base pourrait avoir été réactivée. Le mystère reste entier. On ne sait pas ce qui a déstabilisé la sonde. Était-ce une défectuosité? Ou y a-t-il eu une intervention extérieure? La question qu'il faut se poser est fort simple. Est-ce que Phobos 2 a été touché par quelque chose qui l'a mise hors service? Les circonstances entourant sa disparition suggèrent la possibilité que des êtres soient de retour sur Mars, prêts à abattre ce qui leur semble être un vaisseau spatial ennemi. Phobos a peut-être été désactivé par des êtres intelligents qui voulaient se protéger. Ou peut-être y a-t-il une explication plus conventionnelle. Nous ne le saurons jamais. Quand on se permet d'envisager la possibilité de visiteurs extraterrestres, on se prépare à accepter leurs différences dans l'éventualité d'une rencontre. Il reste qu'il faut se demander comment les humains réagiraient si on trouvait la preuve irréfutable de l'existence d'êtres qui nous auraient précédés et qui nous auraient créés. De tous les mystères qui nous échappent, le plus grand est celui de la vie elle-même. Nous nous demandons de quelle partie de notre univers sont venues les premières émanations de vie. Certaines personnes croient que la semence de la vie aurait pu être apportée par la planète Nibiru. Il y a eu tout un mélange d'idées venant à la fois des biologistes et des astronomes à propos de l'origine de la vie. Parce que c'est la même question qui se pose pour les autres planètes du système solaire ou ailleurs dans l'univers. Ils ne peuvent pas expliquer comment la vie est apparue sur la Terre, ni comment elle est apparue ailleurs. La pensée scientifique contemporaine affirme, mais avec prudence, que la vie serait arrivée sur la Terre sous forme de substances chimiques apportées par une comète qui aurait frappé la Terre. What we are trying to find out in the meteorite is to see whether there are any of these molecules related to life. There are certain molecules like the amino acids which may be described as the building blocks of life. Une autre théorie scientifique, la panspermie dirigée, suggère que la vie sur Terre a été semée par une race d'êtres en provenance de l'espace. Ce serait un geste délibéré d'une société d'un autre monde. Selon la Bible, la création de l'humanité est venue à la fin d'une longue liste. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Ce n'est qu'après cela que Dieu créa Adam. Adam arrive dans les dernières pages de l'histoire de la création. Les Sumériens disent que ce sont les Anunnaki qui ont donné la vie aux humains. Selon les textes sumériens, il y a 445 000 ans, les Anunnaki ont envoyé des androïdes en éclaireur sur la Terre en prévision d'un voyage futur. 150 000 ans plus tard, les Anunnaki sont venus et ont créé l'être humain. Selon les Sumériens, nous aurions été créés grâce au génie génétique, par fertilisation in vitro, comme le décrit ce seau cylindrique. Adam a été le premier bébé éprouvette. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, on peut dire ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les documents sumériens suggèrent que les Anunnaki ont créé les êtres humains pour les aider à extraire l'or du sol de l'Afrique. Ils avaient besoin du précieux métal pour sauver l'atmosphère de la planète Nibiru qui se raréfiait.
Les trois grandes religions de l'Occident, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont fondées sur le principe que l'être humain a quelque chose de spécial. Nous ne sommes pas apparus accidentellement. Nous ne sommes pas que le résultat de milliards d'années de mutations accidentelles. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La spécificité de notre création garantit notre salut. Si des êtres très intelligents et très spirituels, en provenance d'une civilisation plus âgée, avec des technologies plus avancées, existent bel et bien et sont déjà venus ici, alors toute l'histoire de la création ne tiendrait plus. Et des milliards de personnes sur la planète seraient totalement déconcertées quant au sens de la vie. Dans l'archétype de l'histoire de la Grande Tour de Babel, on raconte que les Babyloniens veulent toutes repasser les limites établies par les Anunnaki et atteindre les dieux en construisant une plateforme de lancement. Quel était le but de leurs efforts? Selon Zecharia Sitchin, l'objectif était d'atteindre la planète Mars, où serait située la station spatiale des Anunnaki. Les tablettes sumériennes appellent la station sur la planète Mars le vaisseau des voyageurs. J'en ai déduit que les Anunnaki de Nibiru, une fois rendus à la planète Mars, montaient dans un plus petit vaisseau spatial pour atteindre les stations en orbite autour de la Terre. Ils ne venaient pas seulement tous les 3600 ans, mais beaucoup plus fréquemment. Dans leurs documents, les Mésopotamiens identifient les 12 éléments de notre système solaire avec des symboles précis. Sur cette stèle, Mars, Vénus et la Terre sont numérotés. On peut voir le Soleil et ses rayons. On voit 4 astres, représentés par leurs animaux de culte, un symbolisme qui est associé au zodiaque. Puis on voit la Lune et la Terre, qui est symbolisée par 7 points. Ils indiquent la position de la Terre à partir des limites extérieures de notre système solaire, comme si quelqu'un venant de l'espace lointain comptait les planètes. Sur cette représentation sumérienne, vieille de 4500 ans, les 7 points de la Terre avec sa Lune en croissant et Mars avec ses 6 points sont des indices très révélateurs. On voit également 2 personnages dessinés à côté d'un vaisseau. Certains chercheurs croient que la planète Mars était encore habitable il y a 10 000 ans. Une 10e planète, une race mystérieuse capable de créer génétiquement la race humaine. Il y a quelques années, la majorité d'entre nous aurait ri de ces idées. Mais avec le clonage de Dolly et toutes les percées dans le domaine du génie génétique, ces concepts semblent beaucoup moins farfelus. Des photographies troublantes alimentent les hypothèses sur les mystérieux vestiges des Anunnaki. Lorsque les États-Unis lancent les sondes Mariner et Viking pour explorer Mars au cours des années 1960 et 70, elles transmettent des photos de structures mystérieuses qui ressemblent à des structures terrestres. La NASA a nommé celle-ci la cité Inca. On peut la comparer à la forteresse de Sacsayhuaman au Pérou. Voici les lignes sur Mars, puis celles de Nazca au Pérou. J'ai le sentiment que ce que nous avons découvert jusqu'à maintenant ressemble vraiment à un agencement intelligent. Mais ce serait irresponsable de ma part de dire que j'ai des preuves. Ce que je vois cependant, c'est qu'on dirait que tout cela a été conçu par une intelligence qui est probablement plus avancée que la nôtre dans certains domaines. J'ai été particulièrement intéressé par le rapport des chercheurs indépendants qui ont suggéré que l'orientation de la façade et des pyramides voisines indique qu'elles ont été construites en fonction du soleil levant au moment du solstice sur Mars, il y a environ 450 000 ans. Des êtres pouvant voyager dans l'espace, il y a près d'1 demi-million d'années, auraient visité notre système solaire et auraient laissé des monuments sur la Terre et sur Mars. Les seuls êtres dont on connaît le nom sont les Anunnaki.
Les seules preuves que nous avons pour appuyer cette théorie ont rapport aux Anunnaki. Sur Terre, on a vu des sociétés qui ont été détruites par le croisement avec d'autres cultures. La rencontre d'une culture plus avancée que la nôtre aurait un impact très sérieux. Je crois cependant que nous sommes assez intelligents pour y faire face. Notre civilisation est technologiquement capable de s'aventurer dans l'espace lointain et d'y faire des recherches scientifiques. Il est difficile de nier la possibilité que les membres d'une civilisation plus avancée que la nôtre soient venus visiter notre système solaire il y a des milliers d'années. Grâce aux travaux de Zecharia Sitchin et de chercheurs comme lui, nous en savons beaucoup plus sur les anciennes cultures et sur notre passé. A-t-on réinterprété la Genèse? Est-ce que les anciennes tablettes des Sumériens nous révèlent que nous ne faisons que redécouvrir des savoirs anciens? Est-ce que les découvertes qui font la une de nos jours nous viennent de nos ancêtres? Est-ce que ce savoir ancien a été légué aux Sumériens par les Anunnaki, les explorateurs en provenance de la lointaine planète Nibiru? Les réponses à ces questions sont peut-être cachées dans les volumes des archives oubliées qui n'ont pas encore été découverts.